Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière activité de la journée pour certaines d'entre vous. On est heureuse de vous accueillir. Je m'appelle Marie-Claude Nicole, je suis directrice à l'École en réseau. Aujourd'hui, j'ai ma collègue qui est là avec moi. Je la laisse se présenter. Bonjour à tous, mon nom est France Boisjoli. Moi, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Sommets. J'ai aussi une portion de tâches et je travaille pour École en réseau. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on est habitué, France et moi, habituellement à faire des présentations très interactives. Ceux et celles qui connaissent peut-être un petit peu l'école en réseau, vous savez qu'on aime ça interagir, qu'on aime être dans le dialogue, les échanges. Vous allez le voir tout au long de la présentation. Je vous avertis aussi en débutant que même si dans le créneau horaire que vous avez choisi, il est indiqué 80 minutes, notre présentation va durer une soixantaine de minutes, selon les échanges et les questions aussi. Donc, on vous invite peut-être dans le clavardage ou dans le studio cast de questions, peut-être nous indiquer vous venez d'où, est-ce que vous connaissez déjà l'école en réseau, est-ce que vous avez déjà vécu des activités d'école en réseau. Donc, des fois, c'est le fun pour nous un peu d'avoir cette idée-là, de savoir à qui on parle. France a un regard sur StudioCast et on va commencer de cette façon-là la rencontre aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. On va arrêter au fur et à mesure. S'il y a des éléments qui sont pas clairs, si on parle trop vite, si on s'emballe, ben n'hésitez pas. On est vendredi après-midi après tout. On va commencer la présentation par vous présenter un peu vers quoi on veut vous amener, ce qu'on veut que vous reteniez à la fin de cette présentation-là. Pour ceux et celles qui connaissent pas l'école en réseau, on commence avec une mise en contexte, on présente l'école en réseau avant de passer dans le très concret. Parce que ce qu'on aimerait, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier comment on peut se réseauter, comment on peut apprendre en tant que personne enseignante ou en tant que conseiller pédagogique, mais aussi comment vos élèves peuvent davantage apprendre en réseau. Et par la suite, ben, on va terminer la présentation avec les retombées que l'on a mesurées à partir de certains témoignages de personnes enseignantes à propos d'eux-mêmes, mais à propos de leurs élèves aussi. Alors, sans plus tarder, je commence tout de suite par les intentions. Comme je le disais, c'est vraiment, on veut vous présenter concrètement l'arrière-scène un peu de comment on se prépare pour une activité à vivre en réseau avec nos élèves ou une activité de formation continue, par exemple. Comment on se prépare avant les rencontres, entre les rencontres, tout dépendant des types d'activités, donc dans le très, très concret. Et cette présentation-là, elle a été préparée par des personnes enseignantes qui vivent des activités d'école en réseau avec leurs élèves. Elles ont témoigné comment elles se préparent. Elles nous ont ouvert, en fait, la porte de leur classe. Parce que nous, souvent, on est derrière l'écran, on voit pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans les classes. Et maintenant, ben, avec cette présentation-là, c'est vraiment ce qu'on veut faire avec vous, vous offrir ce regard-là. Et ensuite, ben, vous allez être capable, à la fin de la présentation, d'être en mesure de tirer profit des échanges autant en synchrone, c'est-à-dire en visioconférence, que les moments en asynchrone. Ça paraît peut-être abstrait pour l'instant, mais j'espère qu'à la fin, vous allez être capable justement de vous faire une idée de ce qui se passe lors d'une activité d'école en réseau. L'école en réseau, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, ben c'est une initiative qui est entièrement financée par le ministère de l'Éducation. Ça fait plus de 20 ans maintenant que l'école en réseau existe. Puis, cette idée-là, elle est née d'une demande du ministère de l'Éducation. Cette demande-là a été faite à différents chercheurs, chercheuses, et plus particulièrement Thérèse Laferrière à l'Université Laval, qui a collaboré avec une organisation qui s'appelle le CIFRIO. Et à l'époque, ça visait vraiment la prémisse, en fait, c'était d'éviter la fermeture des petites écoles. Donc, encore aujourd'hui, notre mission est liée à ces petites écoles qui ont un contexte particulier, mais qui sont beaucoup dans l'innovation. Et on les soutient à travers les activités qui sont proposées dans l'école en réseau, des activités collaboratives interclasses qui sont toutes liées au programme de formation de l'école québécoise et on a entendu beaucoup parler aujourd'hui aux dimensions de la compétence numérique. On soutient justement l'apprentissage avec le numérique. Vous allez le voir, on se pose la question, quel outil numérique peut me permettre d'atteindre mes intentions pédagogiques? On travaille beaucoup avec une démarche d'investigation collaborative à l'aide d'outils numériques particuliers. Cette approche-là, elle a été travaillée dès les tout débuts de l'école en réseau avec l'Université de Toronto, qui s'intéressait beaucoup au e-learning et qui avait développé justement des outils numériques, même en 2002,
on travaillait avec la visioconférence, avec certains outils numériques. Maintenant, c'est vraiment très, très facile. Même avant la pandémie, c'était pas si facile que ça. Donc, École en réseau a développé cette expertise-là depuis plusieurs années maintenant, 2002 en effet. Et pourquoi? Ben, on favorise ce réseautage, cette pédagogie appuyée par le numérique. Ben, les enseignants-enseignantes, certaines recherches ont démontré justement que ça favorise l'engagement des élèves, puis ça bonifie le développement professionnel aussi. Il y a 3 volets dans École en réseau et vous allez pouvoir en prendre connaissance là, durant toute cette présentation-là, les reconnaître à travers nos propos à France et moi. On peut s'approprier et connaître l'école en réseau à travers les activités. On va vous en présenter certaines. Et toutes ces activités-là se vivent en communauté d'apprenants. On va essayer de vous le faire vivre, on va essayer de vous montrer comment faire en sorte que dans votre classe, vous deveniez une communauté d'apprenants, vous deveniez une personne qui apprend avec ses élèves et non le fait pour ses élèves. Elle apprend, vous vous placez dans cette posture-là également. Et pour ça, tout ça fait en sorte que il va y avoir des apprentissages riches, pérennes, qui vont être authentiques. Et là, dans le centre de ce cercle-là, il y a la collaboration pour apprendre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez tout en haut le logo d'École en réseau avec les 3 personnages. Eh bien, les 3 volets que l'on voit juste dans votre écran sur l'image, ce sont nos 3 personnages qui sont rassemblés parce que, justement, l'École en réseau, ce sont des personnes. On parle souvent, vous avez sûrement entendu parler de la valeur ajoutée du numérique. École en réseau, on aime beaucoup dire la valeur ajoutée de l'humain à travers les activités qui sont vécues, mais l'humain à travers aussi les rencontres et l'apprentissage qui devient davantage social à travers les activités d'école en réseau pour répondre à la mission de l'école. Si vous voulez en savoir davantage, quand vous allez avoir accès à la présentation, vous avez un hyperlien pour vous rendre sur la page d'École en réseau qui présente ces 3 volets de l'École en réseau. L'offre d'accompagnement d'École en réseau, bien, vous nous voyez, France et moi, École en réseau, c'est davantage de personnes. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui collaborent à École en réseau au quotidien. La majorité de ces personnes-là, ce sont des personnes enseignantes, des enseignantes ressources de l'École en réseau qui sont libérées environ à une journée semaine, conseillères pédagogiques comme France, une équipe de coordination aussi qui accompagne justement les classes qui s'inscrivent, qui vont développer des activités également, qui vont utiliser différents outils numériques pour favoriser la mise en réseau. Ces outils numériques-là, ils sont choisis pas nécessairement parce que c'est le nouvel outil le plus populaire. J'en ai entendu beaucoup parler aujourd'hui, quel outil choisir, développer son esprit critique, mais aussi l'utilisation pédagogique des outils numériques, d'autant plus aujourd'hui avec tous les nouveaux outils qui apparaissent et l'intelligence artificielle également. Comme je le disais, on offre des activités qui sont liées au programme de formation de l'École québécoise pour les personnes enseignantes du préscolaire jusqu'à la 5e secondaire et on offre aussi des activités de développement professionnel. Plusieurs activités sont vécues en collaboration avec des partenaires extrascolaires. Si vous avez la chance de visiter notre site, on va vous faire un petit tour guidé tantôt. Vous pourrez aller revoir les présentations du colloque de l'École en réseau. Notre thématique cette année, c'était quand l'information devient culture. Et justement, toutes les présentations qui ont été offertes dans le cadre du colloque de l'École en réseau cette année mettaient en valeur ce rôle-là de la culture dans l'enseignement à travers les différentes activités d'École en réseau, mais comment chacune d'elles sont porteuses de culture, puisque chacune des classes qui se joignent à École en réseau sont elles-mêmes porteuses de culture, elles sont un peu partout à travers le Québec, mais chacune des personnes expertes, chacun des médiateurs, médiatrices culturelles qui vient se joindre à des activités, amène les élèves plus loin. Donc, n'hésitez pas à revoir ou voir les activités du colloque. C'est vraiment inspirant de pouvoir entendre des personnes enseignantes nous partager leur vision. On parle d'activités dans École en réseau, vous l'avez vu dans notre modèle, dans notre image à 3 volets. À École en réseau, on offre différents types d'activités. On a tenté d'en faire une typologie, bien que ces typologies-là sont perméables.
En fait différentes personnes aussi qui proposent des activités. On a des personnes enseignantes qui nous proposent des activités, les personnes enseignantes de l'équipe d'école en réseau aussi, des partenaires qui viennent nous proposer des activités. Mais tout ça, justement, ces activités qui sont proposées par des partenaires sont adaptées selon les éléments du programme de formation, les dimensions de la compétence numérique, mais surtout pour favoriser les apprentissages, le réseautage, des apprentissages collaboratifs. Tout d'abord, j'aimerais commencer par un type d'activité qui est une activité ponctuelle. Vous allez voir des exemples tout au long de la présentation. Une activité ponctuelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une seule rencontre en visioconférence où est-ce que les classes vont se joindre, vont se connecter pour collaborer ensemble, mais il va y avoir des activités préparatoires et des activités de réinvestissement. Ces activités-là sont proposées. On va vous faire un petit tour guidé. Le niveau d'implication est un petit peu moins grand qu'une séquence d'activités qui, elle, peut durer entre 3 à 6 semaines. Certaines séquences d'activités durent plus longtemps. Il y a une planification qui est bien définie. Il y a plusieurs rencontres en visioconférence, mais il y a aussi du travail en classe à faire en asynchrone. Donc, il y a autant des apprentissages synchrones qu'asynchrones et on va vous amener dans le détail de tout ça dans l'arrière-plan de ces types d'activités-là également. On peut aussi travailler en co-construction, c'est-à-dire que même avec les élèves, on va co-construire une activité. On va se questionner, on va partir d'une question authentique pour se placer dans une démarche d'investigation collaborative. Et à ce moment-là, on va choisir une thématique ensemble, des questions ensemble et on va se rencontrer pour avancer, pour progresser dans les apprentissages. Tantôt, France va nous présenter la programmation annuelle de l'école en réseau. Et bien, cette programmation-là, nous, on aime bien dire que c'est une pédagogie en réseau, puisqu'elle répond justement à cette idée de personnes enseignantes qui nous ont demandé, on aimerait ça planifier notre année en réseau avec nos élèves, avec notre classe, pour être en mesure, par exemple, de vivre une activité qui est offerte en CCQ, en univers social ou en sens, au moment où est-ce que vous la proposez. Donc, c'est à partir de là qu'on a justement proposé, c'est notre 5e année qu'on offre une programmation annuelle et je laisse France vous en parler dans quelques diapos, mais tout d'abord, je lui laisse la parole pour qu'elle vous discute plus en profondeur de ce que c'est la pédagogie collaborative interclasse. Je te laisse la parole, France. Merci, Marie-Claude. Donc, la pédagogie collaborative interclasse à travers des activités en réseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de permettre aux élèves puis au personnel enseignant de travailler ensemble au-delà des murs de la classe pour co-construire donc des savoirs. Puis, c'est bien sûr facilité grâce aux technologies numériques. Puis là, les classes, ben, dans le fond, elles peuvent interagir, partager leurs idées, puis réaliser des projets communs. Puis tout ça, ça vient enrichir les apprentissages par les échanges qui sont à l'oral, mais qui sont aussi à l'écrit. Puis ils viennent surtout amener une diversité dans les perspectives. Donc, tantôt, dans l'illustration que Marc-Claude vous présentait, au cœur de cette illustration-là, où les personnages se rejoignaient, il y avait le collaborer pour apprendre. Ben, c'est vraiment ça. Donc, dans l'école en réseau, donc, tous les apprenants, peu importe leur âge, collaborent pour apprendre, donc pour aller plus loin. Donc, comment s'engager activement dans un travail collaboratif, d'abord dans sa classe, puis en interclasse, tout ça au bénéfice des apprentissages, non seulement disciplinaires, mais sociaux et numériques, à travers l'utilisation de plateformes comme la visioconférence, mais aussi d'utilisation de plateformes qui soutiennent, par exemple, la publication donc d'écrits. Donc, on a des forums, on a des murs collaboratifs où est-ce qu'on amène donc les apprenants à travailler donc collectivement pour avancer. Dans l'illustration que vous voyez à votre droite, on voit, c'est une petite réalisation qu'on a fait là, donc on voit comme des classes, donc qui sont l'enseignante avec ses élèves, à l'aide de sa caméra, à l'aide d'outils numériques d'écriture, à l'aide donc de sa propre communauté de classe, donc se joint donc à d'autres classes, donc et ces classes-là qui collaborent grâce au réseau autour de thématiques communes. Puis ça crée une communauté donc d'apprenants. Ça crée un nouvel environnement d'apprentissage où justement la distance
il n'y a plus de frontières à l'apprentissage, donc tout le monde peut se réseauter. Lorsque les classes collaborent ensemble, on entre souvent dans une démarche d'investigation collective, puis même une démarche de coélaboration. Donc, vous pouvez deviner que on amène nos apprenants avec une participation active. On développe non seulement des compétences numériques, mais des compétences disciplinaires. Tout ça dans un apprentissage dynamique et vraiment engageant. Donc, c'est ça un peu un aperçu de cette pédagogie-là collaborative, interclasse. Je poursuis avec justement cette idée-là. Comment ça se déploie? C'est quoi les moments? Comment ça se décline, cette pédagogie collaborative interclasse? D'abord, ben, il y a une phase préparatoire. En fait, c'est de préparer les apprenants à la collaboration entre classes à l'aide de la planification, à l'aide de la préparation, on prépare les élèves, on prépare le personnel enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, quand on prépare les élèves, ben, ça veut dire peut-être les questionner sur leur conception initiale sur un tel sujet, dans le but de pouvoir le partager, par exemple, sur un outil collaboratif, ou d'être prêt à en parler lors de la rencontre interclasse. Ça veut peut-être dire aussi faire une première lecture, découvrir par exemple un artefact avant la rencontre avec un médiateur culturel. Ça veut dire aussi peut-être prendre des photos de notre environnement immédiat, puis les déposer pour qu'on puisse, par exemple, explorer la réalité de chacun des milieux dans les différentes régions des classes participantes. Ça peut être aussi l'appropriation d'un outil collaboratif qui va venir soutenir les échanges. Puis ça veut dire assurément qu'on prépare nos élèves à cette phase-là de collaboration. Donc, la phase de réalisation, c'est vraiment la phase active donc de la collaboration. Les classes donc travaillent ensemble, ben, peuvent se rencontrer donc en visioconférence. Donc, tout se passe en virtuel. Mais ils peuvent aussi se rencontrer en parallèle, c'est-à-dire que les outils qu'on utilise, le travail qu'on fait en classe, les outils par exemple numériques vont permettre les échanges, le dialogue, vont permettre la rétroaction, donc et la gestion des différentes interactions, pardon. Donc, souvent dans la phase active de collaboration, il y a des tâches à effectuer. Il y a une préparation aussi pour le partage qui va avoir lieu entre classes. Dans cette phase-là, il y a, si c'est une séquence d'activités comme vous mentionnez, Marc-Claude, il peut y avoir plusieurs rencontres interclasses. Donc, chacune des étapes qui mènent à l'apprentissage et au travail collaboratif. Je vous donne des exemples. Tantôt, je vous parlais de photos, de prises de photos que des élèves auraient pu prendre de leur milieu, par exemple, d'un écosystème de leur milieu. Mais en fait, en rencontre, en visioconférence, les classes pourraient observer ces photos-là, puis et commencer à distinguer, comparer donc les différents milieux, donc essayer de voir qu'est-ce qu'on fait comme observation. On pourrait ensemble aussi réfléchir puis proposer des hypothèses sur les causes de ces différences-là, etc., entre les milieux, entre nos régions. Puis, bien, collectivement, on peut aussi réfléchir pour trouver des solutions ensemble. On conclut avec la dernière phase qui est la phase de réinvestissement. Donc, c'est après cette collaboration active-là. C'est une phase pour donc réinvestir les apprentissages, mais dans un nouveau contexte. Donc, ça permet de donner du sens à l'activité qui a été vécue, de la prolonger aussi, de prolonger les apprentissages pour valoriser, dans le fond, les compétences qui ont été acquises, puis transférer dans d'autres contextes. Donc, ça permet aussi, cette phase de réinvestissement-là, de boucler la boucle. Donc, pour l'enseignant avec ses élèves, donc de faire un retour donc sur qu'est-ce qui a été vécu, de faire une synthèse, puis d'arriver à une évaluation possible de ce qui a été appris dans cette activité-là. Je poursuis avec, là, on va décliner chacune des phases avec des exemples un petit peu plus concrets. Je vous amène maintenant à la planification. Donc, cette phase préparatoire-là, ben, tantôt, Marc-Claude mentionnait que les enseignants, à la demande des enseignants, on a fait une
programmation annuelle de nos activités pour que les classes, donc de petites écoles, puissent intégrer réellement donc ces activités-là à leur planification annuelle à eux. Donc, je vous montre un peu là avant qu'on puisse juste explorer, aller sur le site de l'école en réseau. Donc, la tuile de la planification, de la programmation annuelle, elle est disponible là. Ce que vous voyez, c'est un exemple d'une activité réelle qui a été débutée à la mi-septembre. Donc, ce que vous voyez dans le tableau à la colonne de gauche, on voit le nom de l'activité, Mission plein air au cœur des arbres. On voit le niveau scolaire, donc c'est du préscolaire jusqu'au troisième cycle du primaire. On voit les différents outils là, qui vont être utilisés à l'intérieur de cette séquence-là. Bien sûr, une plateforme de visioconférence et dans ce cas-ci, il y avait l'outil collaboratif Padlet. Ensuite, on voit des partenaires, donc extrascolaires, qui sont des collaborateurs à École en réseau et qui viennent nourrir, enrichir donc les apprentissages, la culture des élèves. Dans la colonne du début, du milieu, pardon, vous voyez différentes informations, la durée, le début envisagé, les différentes compétences aussi ou dimensions qui sont exploitées. Dans le cas du préscolaire, on parlait des domaines cognitifs et langagiers. Au niveau du programme de formation d'école québécoise, c'était plus une activité en sciences et en français. Puis bien sûr, comme c'est un environnement numérique, comme on trace un réseau autour de ces apprentissages-là, mais les dimensions de la compétence numérique sont exploitées. Dans ce cas-ci, la dimension collaborer à l'aide du numérique et communiquer à l'aide du numérique était vraiment mise en lumière. Et la dernière partie du tableau, bien sûr, c'est la description. Souvent, nos activités exploitent un livre qui est quelquefois disponible dans Biblius. Donc, ça peut être vraiment des belles ressources pour les enseignants. Marc-Claude, je te laisse aller. On va aller sur le site d'École en réseau. Donc, à la régie, on peut prendre le partage d'écran pour vous rendre sur le site de l'École en réseau. Si vous voulez le faire en même temps, c'est er.qc.ca. France, je te laisse me guider aux endroits où est-ce que tu souhaites faire la visite. Oui. Excellent. Donc, vous êtes sur la page d'accueil du site de l'École en réseau. Donc, il y a certaines nouvelles qui défilent. L'onglet qui est un des onglets les plus importants qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les activités en réseau. Donc, si on clique sur cet onglet-là, donc, vous avez accès à toutes sortes d'activités qui sont en ce moment publiées. Je voudrais remarquer la première tuile qui est la programmation des activités de l'ER. On ne cliquera pas, Marc-Claude, mais lorsqu'on clique, OK, on clique. Parfait. Donc, cette programmation-là des activités, elle est déclinée en 3 documents, 3 PDF que vous pouvez consulter en ligne ou vous pouvez télécharger. Donc, on a préscolaire primaire, on a les activités du secondaire et on a tout ce qui est la programmation de la formation continue. Donc, les équipes collaboratives, les COP, les cafés, les formats profs, donc qui sont vraiment bien intéressants donc à consulter. Donc, vous avez un coup d'œil de tout ce qui est offert par École en réseau pour une année scolaire. Donc, Marc-Claude, si je ne me trompe pas, on a autour de 230 activités de proposer pour l'année. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que quand France nommait le titre de l'activité tantôt, bien sur le titre de l'activité, quand il y a un hyperlien, souvent c'est parce qu'il y a un lien de préinscription. Donc vous pouvez vous préinscrire aux activités et lorsqu'elles sont ouvertes aux inscriptions, comme vous le voyez ici, bien vous allez recevoir un courriel automatique qui va vous permettre de vous inscrire. Donc, quand vous êtes dans cette page-là, vous pouvez aussi chercher à l'aide de filtres. Donc, vous pouvez chercher le type d'activité. Par exemple, moi, je recherche une activité en réseau avec les élèves. Oui, tu ne l'as pas choisi. Ah, je l'ai pas choisi. Ah, c'est pas grave. Oui. Je te suis, je t'écoute. Là. Je fais tout ce que tu dis. Donc, le niveau scolaire, par exemple, je suis une enseignante du 2e cycle. Je pourrais choisir celle-là.
Et je pourrais aussi sélectionner par discipline. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, culture et citoyenneté québécoise, pourquoi pas. Donc, je m'approprie le programme. J'aimerais avoir accès à différentes activités. Ah, on va choisir les curieux bien informés. Donc, ça attire mon attention. Donc, quand vous cliquez sur cette tuile-là, vous avez accès non seulement à de l'information, vous avez accès aux documents de planification, là, donc comment se déploie cette activité. Donc, vous pouvez le télécharger, vous pouvez aller voir dans la bande à droite de votre écran à quel niveau ça s'adresse, c'est quoi les disciplines, c'est quoi les dimensions, etc. Dans ce cas-là, c'est un atelier qui est ponctuel. Donc, il n'y a pas de ligne du temps, mais vous avez accès à toutes les activités donc, que vous avez à faire en phase préparatoire et en phase de réinvestissement. Donc ça, c'est un exemple d'une activité que j'ai sélectionnée par filtre, mais vous comprendrez qu'au fur et à mesure de l'année, donc vous avez accès à toutes sortes d'activités parce que les activités s'ajoutent sur notre site. Ouais, on n'est pas dans la bonne... on va revenir Non, à non, notre présentation. pardon. Donc voilà, donc ça fait le tour un peu. J'espère que ça vous a donné le goût d'explorer. On va voir à la fin de notre rencontre si nous avons le temps d'aller un peu plus loin sur notre site d'école en réseau. Marc-Claude? Oui. Alors, je reprends le micro. Donc, France nous présentait sur le site web d'École en réseau une activité ponctuelle. Ici, on a choisi de vous donner un exemple d'une activité, une séquence d'activités qui se déroule sur quelques semaines. Et ce qu'on voulait vous présenter, c'est l'importance de la concertation. Qu'est-ce qu'on veut dire par concertation? C'est que vous voyez dans votre écran une ligne du temps, France l'a nommé il y a quelques secondes. Pour chacune des activités en séquence, on propose un calendrier de déroulement où est-ce qu'on va décliner les différentes séquences. Vous voyez la séance 1, par exemple, le 25 mars 2025, il y a eu une présentation aux enseignants. Donc, cette concertation-là, c'est justement cette première rencontre que l'on vit avec les personnes enseignantes qui sont inscrites à la séquence d'activités. Et c'est l'occasion justement de présenter la planification, de présenter les modalités collaboratives, quels sont les outils numériques que l'on va utiliser, quels vont être les rôles des personnes de l'équipe, mais aussi les rôles des personnes participantes, tant les élèves, les enseignants, les experts. C'est aussi le moment de discuter des intentions pédagogiques. Par exemple, dans le cas du Mystère des Bourgeons, qui est une activité que j'offre, on parle beaucoup de la démarche d'investigation scientifique et comment elle peut devenir collaborative et quelles sont les intentions qui sont poursuivies à travers cette activité-là, qui vont aussi qui vont pouvoir être évaluées à travers le programme. Et on parle aussi surtout d'interdisciplinarité aussi, comment on peut aller travailler d'autres disciplines. On va parler aussi beaucoup de chacune des étapes, des choses qui sont à faire en classe entre les rencontres. Et ça nous amène à la prochaine diapo, où est-ce qu'on va vraiment travailler avec nos élèves pour les préparer justement aux activités tant asynchrones. Comme France le disait tantôt, parfois on va aller questionner les conceptions initiales des élèves. Dans le cas du Mystère des Bourgeons, pour continuer avec cet exemple-là, l'intention de cette activité-là, c'est vraiment de faire prendre conscience aux élèves que les bourgeons sont justement développés à l'automne et que si on entre des branches que l'on coupe en plein milieu de l'hiver, on les rentre dans la classe, ben il va y avoir justement les bourgeons vont éclore, mais c'est vraiment l'occasion pour les élèves de se pratiquer à proposer des hypothèses, à aller travailler la mesure. Est-ce que avec nos 5 sens, peut-on faire des observations? Et au moment où est-ce qu'on va partager nos hypothèses, partager nos façons de valider nos hypothèses, c'est-à-dire de faire nos protocoles, ben on va aller travailler en synchrone, en asynchrone, partager ces éléments-là sur des murs collaboratifs. Peut-être que vous avez déjà vu les murs, les digipads ou les murs Padlet, qui sont des moyens de pouvoir déposer, par exemple, nos images, nos propositions d'hypothèses. On peut même enregistrer nos voix si on a la permission de le faire. Et c'est à ce moment-là, justement, au début de l'activité, que la personne enseignante
peut justement présenter la séquence complète, le calendrier, poser quelques questions aux élèves, expliquer comment ça se passe une activité en réseau. Peut-être qu'elle peut justement, là, lors de la rencontre des enseignants-enseignantes, elle va voir qu'il y a des classes d'à peu près partout dans le Québec. C'est l'occasion aussi d'aller peut-être se situer dans l'espace avec les autres personnes. Donc, cette idée que les personnes enseignantes prennent le temps de bien présenter aux élèves les intentions de l'activité, non pas seulement pédagogiques, mais aussi les comportements qui sont attendus lors des rencontres en visioconférence synchrone et quelles sont les habiletés technologiques qu'on va pouvoir développer à travers cette activité-là. Il est important de bien comprendre aussi que lorsque l'on travaille avec d'autres classes, les élèves sont vraiment motivés puisqu'ils ont un vrai public. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont se connecter en visioconférence ou lorsqu'ils vont écrire des choses sur un mur collaboratif, il va y avoir d'autres élèves qui vont participer et ils vont pouvoir, par exemple, confronter les idées. C'est vraiment un moment où est-ce que les élèves vont avoir l'occasion d'argumenter avec d'autres élèves dans un contexte réel, d'échanger aussi avec des collaborateurs, collaboratrices qui sont des experts et d'être à l'aise de poser des questions, de savoir qui sont ces personnes-là, donc de créer un réel échange. Donc, c'est peut-être de placer les élèves dans cette posture-là. Vous allez voir, moi, j'ai un faible pour les activités en sciences. Souvent, mes exemples vont s'y prêter, mais imaginez que dans toutes les disciplines, c'est vraiment le temps de travailler la communication orale, le nouveau programme de français. Là, si vous faites des activités dans l'école en réseau, c'est vraiment le temps de le travailler parce qu'à chacune des rencontres, c'est vraiment une belle occasion de travailler cette idée de communication orale et écrite à de réels destinataires. Si on avait eu beaucoup de temps, on aurait pu vous donner plein d'exemples d'activités. Encore une fois, je le redis, prenez le temps d'aller voir certains ateliers du colloque de l'école en réseau. Il y a des exemples concrets. Les 2 derniers colloques là, sont vraiment de beaux exemples pour vous. Donc, encore une fois, pour préparer les élèves, France en parlait tantôt, quand il s'agit d'une activité ponctuelle, il y a souvent des activités préparatoires qui sont liées avec l'intention pédagogique, la trame de cette activité-là. Donc, vous pouvez les faire. Parfois, c'est très simple. Ça prend même pas une période à réaliser. Je pense à des activités, par exemple, avec Parc Canada, où est-ce qu'on va travailler sur les adaptations des animaux. Ben, c'est seulement de poser la question aux élèves, pourquoi un animal va vivre dans tel milieu? Pourquoi il vit dans un cours d'eau alors que d'autres animaux vont vivre plutôt dans une forêt? Donc, c'est peut-être des fois de juste se donner une intention d'écoute, d'imaginer un peu les questions qui vont être posées tout au long de l'activité. Vous allez voir les documents préparatoires qui sont proposés par École en réseau, justement, vont vous informer sur le déroulement assez précis de certaines activités ponctuelles et vont vous permettre justement de bien préparer vos élèves, de leur donner une réelle intention d'écoute. On va aussi, je le disais tantôt, nommer aux élèves les intentions pédagogiques de l'activité. Quand c'est une activité ponctuelle, ben c'est une activité qui est en fait qui peut être une activité préparatoire à un thème que vous allez vivre en classe ou une activité complémentaire sur une séquence que vous êtes en train de vivre. Alors à ce moment-là, vous pouvez annoncer l'intention par rapport à ça. Quand c'est une séquence d'activités où il y a plusieurs rencontres en visioconférence, mais vous pouvez situer justement cette rencontre en visioconférence dans le contexte de l'activité complète. Combien de temps elle va durer, combien de rencontres il va y avoir, puis qu'est-ce qu'on va avoir à faire entre les rencontres, parce que souvent la personne qui est en visioconférence avec les classes va annoncer à la fin de la rencontre les défis, les tâches à faire d'ici à la prochaine rencontre, donc ça permet aux élèves de rester attentifs jusqu'à la fin. Les rencontres, justement, en se préparant à la rencontre, vous pouvez annoncer aussi la durée de la rencontre. Idéalement, une rencontre dans l'école en réseau, pour les tout-petits, ça va durer une 15 à 20 minutes. Pour les plus on avance en âge, le maximum qu'une rencontre en visioconférence va durer, c'est autour de 45 minutes. Donc, c'est important aussi de nommer ça. Pour vous, en tant que personne enseignante, quand vous vous préparez, ben vous pouvez justement, comme France le montrait tantôt, ben on a la tuile de l'activité sur le site web d'École en réseau. Vous pouvez justement la mettre dans vos favoris, cette tuile-là. Vous pouvez mettre la séquence d'activité, la planification, dans un de vos favoris aussi. Vous créez des dossiers particuliers sur votre navigateur pour avoir accès facilement à la rencontre et assurez-vous aussi peut-être d'ajouter
à votre agenda le lien Teams de la rencontre qui vous est souvent envoyé par courriel, mais parfois aussi dans une invitation calendrier. Donc, ce sont quelques petites astuces là, que vous pouvez ajouter. Est-ce que France, il y a d'autres astuces que tu aimerais rajouter? Je pense que tu as bien fait le tour. Je pense que l'idée aussi, c'est de comprendre que l'enseignant doit intégrer cette activité-là déjà à sa planification existante, pas considérer l'activité qu'on veut ajouter comme une activité de plus, mais comme un complément de l'enseignement que la personne avait planifié. Donc, pour ouvrir un peu sa classe vers d'autres ressources de son réseau. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le présenter et le voir. Merci France. Donc, on peut par la suite travailler avec nos élèves sur les comportements attendus. Vous allez voir, là, si vous avez la présentation dans les commentaires, vous avez un hyperlien vers les bonnes pratiques en visioconférence. On vous a préparé un petit visuel justement pour que les élèves, quand ils viennent en visioconférence, puissent être bien préparés. Donc, premièrement, rappeler aux élèves les intentions d'une visioconférence. Peut-être réactiver un peu les connaissances si ça fait quelques jours que vous avez travaillé certains éléments en lien avec cette rencontre-là en visioconférence. Comme je disais, rappeler la netiquette. Souvent, on demande lors de la première rencontre d'une séquence d'activités avec les classes aux élèves, s'il n'y a pas trop de classes qui sont présentes, de se présenter, de venir présenter la classe. On est une classe de quelle région, dans quelle ville, combien d'élèves, à quel niveau. Et à ce moment-là, les élèves peuvent justement, il y a des élèves qui sont nommés, qui vont venir prendre la parole. Et on s'assure aussi que tout le matériel est prêt. Il y en a même qui viennent nous dire aussi, qui demandent à leurs élèves de s'ils ont à manger, s'ils ont à boire, de le faire avant la rencontre pour éviter justement d'être dérangés pendant la rencontre, non pas seulement eux-mêmes dans la classe, mais peut-être déranger les autres élèves qui sont dans d'autres classes, qui vont les voir, qui vont se questionner, qu'est-ce qui se passe. Faut aussi les aviser que ils sont continuellement filmés. S'il y a des notes à prendre, les élèves peuvent prendre des notes. Vous pouvez même demander à certains élèves d'être le scripteur pour cette rencontre-là, pour que d'autres élèves soient peut-être plus, qu'il y ait différents rôles tout au long de la rencontre. Donc, comme ça, on change les rôles selon les activités. Ce qui est important aussi, ce qui facilite beaucoup la fluidité des échanges lors de rencontres en visioconférence, c'est l'installation physique de la classe. Si c'est possible, vous avez peut-être un système intégré de visioconférence. Vous savez, certaines classes sont équipées là, de systèmes avec une caméra qui suit les élèves, avec un micro. Pendant la pandémie, ces systèmes-là ont été envoyés dans les classes du Québec. Je sais qu'il en reste encore, peut-être qu'ils ne sont pas encore installés. Peut-être que si vous avez ça dans votre centre de service, ce serait peut-être une bonne idée de les utiliser parce que c'est vraiment intéressant. Les élèves qui sont en classe, même s'ils sont derrière la classe, n'ont pas besoin de se lever et de venir prendre la parole devant la caméra de l'ordinateur. Mais sachez que plusieurs classes, je pense que c'est la majorité, viennent justement se déplacer, parler à la caméra, au micro de l'ordinateur portable, etc. Et ça fonctionne très, très bien. Il faut juste bien s'installer avant et le prévoir dans l'installation physique. Si vous avez ciblé certains élèves qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à les placer devant la classe. Il y en a même qui mettent une petite chaise pour les plus petits, puis ils se disent, ça c'est la place, par exemple, de celui qui va prendre la parole aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ça prépare vraiment bien les élèves. Ça leur donne une intention d'écoute, ça les motive, ça leur donne un rôle. Marc-Claude, avant que tu changes de Oui. diapo, je ne sais pas si tu avais terminé, mais je voulais parler là, de les classes, ils peuvent se pratiquer. On a vu des classes Oui. qui se pratiquaient à vivre une visioconférence entre des classes de la même école. Puis aussi, on a la salle de soutien de l'école en réseau qui est ouverte du lundi au vendredi, là, selon un horaire scolaire. Donc, sachez que c'est aussi possible donc de se préparer, donc d'habituer nos élèves à avoir de bons comportements quand la caméra elle est allumée. Puis, c'est possible de le faire avec l'équipe de l'école en réseau. Donc, c'est un plus, à mon avis, pour bien préparer les élèves. Puis on a vu aussi certaines personnes enseignantes qui nous disaient qu'elles s'enregistraient en fait, puis elles se regardaient par la suite, puis à ce moment-là, ils pouvaient justement modéliser des comportements qui étaient attendus. Et de cette façon-là, les élèves, j'aime pas le dire de cette façon-là, pas désensibiliser, mais la visioconférence devenait plus naturelle pour eux et elles.
Et à ce moment-là, ben, on pouvait se concentrer sur les apprentissages lors de la rencontre en visioconférence. Donc, n'hésitez pas là, à le faire, à vous connecter avec une collègue de classe, à vous connecter à la salle de soutien, il n'y a aucun problème. Ou même, on a entendu même à certains endroits, au lieu de faire les messages de classe à travers l'intercom, ils utilisaient l'outil Teams et chacune des classes en rotation avait le rôle de faire les annonces et de se pratiquer comme ça en visioconférence. Donc, ce sont tous des trucs qu'on a eus au fil des années. Donc, vous le voyez dans les trucs et astuces sur cette diapo-là que vous pouvez justement, là, c'est ces trucs qu'on vient de vous donner. Donc, cette idée de développer les habiletés technologiques, j'y reviens assez rapidement. L'idée que les élèves puissent se pratiquer, s'observer dans l'écran, s'exercer à prendre la parole, c'est vraiment important. Puis, ben, se connecter à l'avance aussi dans les rencontres en visioconférence. Souvent, les personnes responsables des activités d'école en réseau se branchent un 10 à 15 minutes avant. C'est vraiment le temps, là, justement, d'ouvrir votre micro, votre caméra et surtout de ne pas stresser si jamais ça ne fonctionne pas ou non plus de ne pas vous dire, ben moi, mes élèves, ils ont de la misère à rester calmes pendant une rencontre en visioconférence. Justement, les activités ponctuelles sont l'occasion justement de se connecter une première fois, de voir comment vos élèves se comportent. Et si jamais ça se passe pas bien, restez branchés, mais fermez votre caméra, votre micro. Et la prochaine fois, peut-être que vous allez être en mesure d'ouvrir votre caméra, de prendre la parole. Ça se travaille hein, cette façon-là d'interagir en visioconférence. Et au fur et à mesure que les élèves vont voir d'autres élèves interagir, voir les comportements des classes, des autres élèves dans les autres classes, ben, ils vont avoir envie de prendre la parole, ils vont avoir envie de s'engager et de pouvoir participer à d'autres activités de l'école en réseau, de rencontrer d'autres classes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, France? Non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a toujours pas de questions dans le télésouffleur. Super, merci. Alors, quand on est en activité synchrone, ça dépend toujours du niveau dans lequel on est. Si on s'imagine une activité au préscolaire, on va en parler tantôt, bien souvent les activités vont favoriser le fait que les élèves vont bouger, vont se déplacer, vont avoir des activités en mobilité. Plus on avance, plus on favorise la prise de notes. Est-ce qu'il y a des questions déjà qu'on a préparées en amont pour être capable de les poser? Souvent, on va avoir des liens à vous partager. On peut aussi vous pourriez aussi nommer un élève, plus ils sont vieux, de vous accompagner dans la gestion du clavardage et la prise de parole. Les élèves sont vraiment bons pour ça. Souvent, on va poser des questions, puis il va y avoir des moments où est-ce qu'on demande aux classes de répondre dans le clavardage ou de lever la main pour prendre la parole. Il y a différentes façons de faire. Parfois, sur votre ENI, vous avez la capacité justement de lever la main, d'avoir un écran tactile. D'autres fois, c'est pas possible. Mais sachez que souvent, ça peut être, vous pouvez donner ce rôle-là à des élèves de le faire. On a aussi beaucoup d'activités interactives où les élèves peuvent avoir leur propre tablette ou propre portable, mais souvent, ça peut être la personne enseignante qui s'en occupe. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là. Les gens qui animent l'activité le disent. Prenez le temps de consulter vos élèves, prenez le temps d'y répondre. Et si le flow, le rythme de la présentation est trop rapide, n'hésitez pas aussi à l'indiquer dans le clavardage à la personne qui anime. C'est important que vos élèves puissent avoir le temps de réfléchir, d'échanger. Et quand ils prennent la parole, ils ont le temps de discuter. Donc, cette façon de fonctionner-là, peut-être aussi de fermer parfois la caméra pour prendre un moment, gérer le groupe classe et revenir, de réouvrir votre caméra. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez le faire. Donc, on l'a écrit ici, des trucs et astuces. Vraiment, se donner le droit de fermer la caméra. Et au besoin, si jamais vous avez un doute, vous pouvez questionner vos élèves sur qu'est-ce qu'ils ont l'intention de nommer avant de prendre la parole. Mais habituellement, là, on aime beaucoup la spontanéité. Les élèves sont pratiquement tout le temps très, très pertinents. Ils amènent leur point de vue. Parfois, leur point de vue va faire en sorte qu'une autre classe va rebondir avec la même idée. C'est la diversité des idées hein, qui amène cette belle collaboration-là, puis qui amène à apprendre et à aller plus loin dans nos apprentissages. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, France. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir les élèves réagir donc à ce qui est présenté, puis faire en sorte que
les élèves se rejoignent par leur réaction, puis par leur interaction. Donc, quand une classe ne comprend pas, ben, ça invite d'autres classes à lever la main au moment où est-ce qu'elles ne, tu sais, où est-ce qu'ils comprennent pas non plus. Donc, ça devient comme, tantôt, en entrée de jeu, Marc-Claude, tu parlais que c'est humain. Donc, c'est vraiment un réseau d'humains qui est là ensemble autour d'un sujet spécifique ou d'une activité spécifique pour apprendre ensemble, mais aller plus loin ensemble. Donc, c'est vraiment dans cette phase-là, dans cette activité-là de synchrone, ben, on est en direct, puis on voit les apprenants en direct lorsqu'ils comprennent, ne comprennent pas. Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, les activités asynchrones. En fait, les activités asynchrones, vous l'avez vu tantôt, il y a à deux moments où est-ce qu'il y a des activités asynchrones en préparation et à la suite d'une rencontre en visioconférence. Dans une activité ponctuelle, bien, ça va être une activité de consolidation, ça va être la poursuite d'une activité que vous faites déjà en classe. Mais lors d'une séquence d'activités, les activités asynchrones, bien, elles vont viser le partage de ce que l'on fait dans la classe en communauté d'apprenants. On en parlait tantôt, il y a cette communauté d'apprenants là, de la classe, mais aussi la communauté d'apprenants de la séquence d'activités. Et c'est vraiment important de considérer que pour que cette communauté d'apprenants-là de la séquence d'activités vive, il faut que vous soyez en mesure de nous partager ce que vous faites dans votre classe entre les rencontres. Et comment ça se fait? Ben, c'est avec différents outils numériques. On en a parlé tantôt, on a un outil, un forum d'écriture, on a un mur collaboratif, on a même utilisé parfois des PowerPoints sur lesquels les élèves pouvaient partager des choses, des textes aussi collaboratifs. Donc, c'est important que, justement, lors de ces moments en asynchrone dans la classe, vous partagiez le résultat de vos échanges, de vos discussions, que vous partagez aux élèves cette intention-là et cette importance-là de pouvoir le partager. Les personnes qui coordonnent l'activité, tant les personnes de l'équipe d'école en réseau que les partenaires extrascolaires, ben, vont aller consulter ces documents-là, ce que vous avez fait, les photos que vous allez prendre, le travail que vous faites en classe pour justement faire avancer les apprentissages des élèves lors de la prochaine rencontre en visioconférence, mais aussi pendant l'activité en asynchrone. Parce que on va aller visiter, par exemple, les murs collaboratifs, on va commenter, on va aller ajouter des éléments, on va demander aux élèves, on va les relancer, là. Oui, peut-être que ton hypothèse est bonne, mais pas suffisamment complète. Ah oui, tu penses vraiment faire ça de cette façon-là. Ou vous pensez semer le doute dans la tête des élèves, amener une rétroaction. Ça, c'est ce qu'on peut faire nous, mais les autres élèves des classes aussi le font. Donc, c'est vraiment important de considérer les moments asynchrones dans des moments aussi dynamiques puis importants pour cette communauté d'apprenants collaborative. Donc, on le voit ici dans la synthèse de la rencontre. Juste après la rencontre, on peut effectuer un retour sur les apprentissages effectués lors de la rencontre en visioconférence. Si les élèves ont pris des notes, vous pouvez en faire des notes communes. Vous pouvez aussi demander aux scripteurs de partager leurs notes. Les élèves lèvent la main. C'est important là, de faire cette synthèse-là pour justement là, consolider certains apprentissages qui ont été faits. On peut répondre aux questions restantes, mais si vous n'avez pas de réponse, c'est le temps justement de les poser à la communauté d'apprenants. C'est vraiment ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas seul dans votre classe. On peut noter ce que les autres classes nous ont appris. Et ça, c'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que des fois, c'est un autre élève. Et la prochaine fois, est-ce que ce sera nous qui allons apprendre des choses à une autre classe? Donc, c'est un peu cette idée-là. On peut identifier nos bons coups, relever des exemples inspirants. Qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines rencontres? Et si c'est une activité ponctuelle, ben, on peut dire, ben, comment je vais pouvoir réinvestir? Est-ce qu'on avait déjà appris ça? Et ne pas hésiter à ramener ça dans les prochaines activités qu'on peut faire dans une activité complémentaire. Et ensuite, oui, Pardon, je trouve que Marc-Claude, dans ce que tu expliques, je trouve que ça illustre vraiment la co-construction des apprentissages. tout à fait. Donc, les interventions, les idées de l'un, de quelles on peut s'inspirer, le fait de faire un retour sur les apprentissages pour pouvoir nous permettre d'aller plus loin, nous permettre de comprendre ensemble, puis de bâtir de nouvelles connaissances. Parce que les classes, les cerveaux, ils cheminent ensemble, puis ils vont plus loin ensemble. Donc, c'est vraiment, je trouve, le principe de la co-construction des apprentissages. Tellement. Et ce qui reste par la suite, bien, c'est de planifier les étapes à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire dans la classe pour la suite,
mais surtout qu'est-ce qu'on va partager en interclasse. Et à ce moment-là, ben, quand on va revenir à cette séquence-là, ben, les élèves vont savoir vers où ils vont s'orienter. Et aussi, ben, faut pas oublier que quand on va travailler à l'écrit, qu'on va partager souvent avec les élèves, on a vu que certaines personnes enseignantes se font un petit cahier de l'activité en réseau où est-ce que les élèves ont la chance de pouvoir écrire leurs idées, faire des dessins, etc. Ben, c'est peut-être aussi le moment pour vous, en tant que personne enseignante, de voir comment nos élèves voient cette activité-là, les notes qu'ils ont prises pendant la rencontre et les notes qu'ils prennent à la suite de la rencontre. Ça vous donne une idée où est-ce qu'ils sont rendus dans leur réflexion. Puis, on voit aussi les forces de nos élèves à travers ces activités-là. On appelle la phase de réinvestissement par la suite, ben, lors d'une activité ponctuelle, je le nommais, c'est à la fin de cette activité-là, il y a comme 3 moments, on vous l'a présenté. On revient sur les apprentissages. On revient aussi lors de la séquence, là, on va développer des apprentissages tout au long. Ils vont être variés, ils vont être numériques, ils vont être disciplinaires, pardon, ils vont être sociaux aussi, parce que c'est le temps aussi de nommer à nos élèves qu'est-ce que j'ai aimé dans l'échange, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Certains élèves qui aiment peut-être moins prendre la parole vont peut-être prendre plus la parole la prochaine fois. Certains élèves qui osaient pas parler et qui étaient timides, ben ils ont peut-être envie de partager leurs idées. Donc, n'hésitez pas à leur donner la parole. Souvent, on va voir dans les activités d'école en réseau les personnes enseignantes qui vont prendre la parole à la place des élèves. Ben, idéalement, ce qui est vraiment mieux, c'est que ce soit vos élèves qui prennent la parole. Même les plus timides, vous pourrez peut-être les accompagner. On voit des élèves du préscolaire là, qui prennent la parole. Donc, je sais que parfois, même en 5e, 6e année, ils sont plus timides, ils ont peur du regard de l'autre. Mais sachez que ça fait partie, on l'a peut-être pas nommé tantôt dans la préparation, mais ça aussi, ça fait partie de la préparation pour les élèves peut-être qui sont plus vieux, de parler, vous voyez tantôt sur le site l'empathie, le respect de l'autre, comment je peux respecter les idées des autres, comment je peux faire des commentaires constructifs. Il y a des ressources qui sont disponibles sur le site web d'École en réseau aussi pour préparer ces rétroactions-là et préparer nos élèves justement à être en mesure d'accepter les commentaires et d'être capable de justifier leur idée, développer leur sens critique et l'argumentaire, là, c'est aussi de cette façon-là qu'on peut le faire. Et dans le prolongement, justement, de dire, ben peut-être qu'on aurait aimé ça prendre la parole, mais on n'a pas été en mesure de le faire. La prochaine fois, on se donne comme défi, justement, de poser une question, de donner une idée au moins. Et ben à ce moment-là, c'est une façon de réinvestir les idées. Ici, on a un point qui est imaginer des prolongements possibles. Ben, la plupart du temps, les personnes enseignantes nous disent que quand elles choisissent une activité ponctuelle, ben cette activité-là, elle fait déjà partie de leur planification. Comme France le disait, c'est pas un surplus, une activité d'école en réseau, donc les prolongements possibles sont déjà prévus. Mais on a souvent vu des personnes enseignantes qui vont dire « Ah oui, j'avais pas pensé à ça, tel livre, telle affaire, j'ajoute telle chose. Ah oui, ça m'a permis de faire du pouce sur telle chose. » Et tout au long de l'année, l'activité qu'ils ont vécue peut-être au mois de novembre, ben ils vont en reparler tout au long de l'année. Ce qui est le fun aussi, c'est de pouvoir partager avec les parents ce qu'on a fait. C'est une façon pour les élèves de consolider leurs apprentissages et pour vous aussi, justement, peut-être à la rencontre de parents ou lors d'un échange informel avec les parents, ben de discuter, ah oui, on a fait une activité en réseau, il y avait une classe de tel endroit. C'est intéressant aussi, ces échanges informels-là sont aussi une façon de pouvoir apprendre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager ce que l'on a appris. Je ne sais pas si France, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est bon. Autre que le temps file, ma chère Oui, Marion. tout à fait. Au préscolaire, on en parlait les particularités, je renommerai pas tout ça. Au préscolaire, on favorise des activités sensorielles, concrètes, ludiques. On pratique justement attendre son tour, nommer ses émotions à travers différentes activités. Souvent, les activités au présco commencent vraiment fin octobre, début novembre pour que justement les élèves, la gestion de classe soit placée. Et on travaille des activités plus courtes. Vous allez pouvoir consulter sur le site web aussi les activités qui sont offertes. Bientôt, il va y avoir les contes sonorisés d'Halloween. Il y a déjà eu une année la maison hantée. Il y a aussi au premier cycle, on travaille beaucoup cette posture d'écoute, les règles sociales, le partage d'idées.
plus on avance dans les cycles, plus on complexifie justement le travail que l'on peut réaliser lors d'une activité interclasse. Donc, les habiletés à structurer la pensée au deuxième cycle, proposer des hypothèses, l'argumentation. Au troisième cycle, on y va avec des productions écrites plus complexes qu'on va partager avec les collègues en interclasse et des activités plus engageantes où est-ce qu'on va confronter nos idées, proposer des solutions et faire des retours critiques. Je te laisse la parole, Oui, c'est à France. mon tour. Je trouve Maintenant, que c'est important, ce bout-là. j'ai le plaisir de vous donner des exemples de retombées pour les élèves. Euh, c'est issu de notre sondage, dans le fond, de cette cueillette-là d'informations que nous prenons auprès des enseignants qui participent à nos activités école en réseau, qui témoignent là, de ce que les élèves reçoivent dans cette bonification-là. Donc, on peut parler là ça vient soutenir la construction, la structuration, la consolidation des idées. Les activités en réseau facilitent le partage donc de la vision des élèves, puis des perceptions même de leurs élèves, facilitent donc la compréhension lors des échanges, tant à l'oral qu'à l'écrit, donc à l'écrit sur nos plateformes collaboratives qu'on a choisies, puis à l'oral, ben, c'est dans la prise la prise de parole qui a lieu lors des différentes rencontres. Puis là, on a beaucoup parlé des rencontres interclasses, mais aussi la prise de parole, par exemple, lorsque c'est un expert invité ou un partenaire d'un musée qui vient apprendre des choses, donner de l'information aux élèves, aux classes participantes. Puis là, on voit l'élève qui s'adresse ou pose sa question directement donc à l'expert invité. Donc, on voit donc différents interlocuteurs et l'élève peut apprendre beaucoup là-dedans. Donc, notre retombée, c'est avoir accès à différentes perspectives, différentes visions, des problématiques, des pistes de solutions, des façons de faire différentes, non seulement pour comprendre, pour résoudre, pour avancer, pour délier donc des problématiques, puis bien sûr autour de questions authentiques, donc on arrive avec du concret. Permet aux élèves de recevoir de la rétroaction de leur père et de leur père au-delà donc des élèves qui sont dans leur classe. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux parce qu'on imagine une petite école où est-ce que la classe, par exemple, est composée de 12 élèves parce que oui, ça se peut, et même 20 élèves, mais c'est toujours ces mêmes élèves-là qui sont ensemble depuis un bon bout dans leur cheminement primaire. Donc là, lorsqu'ils reçoivent de la rétroaction par d'autres pairs, mais de d'autres classes, wow, ça vient rehausser donc les attentes personnelles des élèves. Ils veulent souvent se dépenser, ils veulent s'ajuster pour pouvoir être mieux compris et offrir aussi de la rétroaction positive. Puis ça, ben, tout ça, ça s'enseigne, mais c'est une retombée très, très positive. Donc, le développement des habiletés numériques par et pour les différents outils qui sont utilisés, qui nous permettent donc d'apprendre, de communiquer, puis de collaborer. Puis la collaboration, la communication, ça s'apprend. Donc, c'est des choses c'est des habiletés qui se bâtissent au fur et à mesure du développement des projets puis du vécu des projets. Ouvre assurément à la diversité culturelle, donc s'ouvrir à une communauté d'apprentissage, s'ouvrir à d'autres réalités, faire entrer des experts, des organismes pour contribuer aux apprentissages, c'est vraiment, vraiment une richesse. On dirait que les élèves apprennent encore plus, sont encore plus épatés. Sachez que nous avons des classes où il y a des élèves qui n'ont jamais visité un musée. Donc, quand le musée vient virtuellement dans leur classe, c'est vraiment une retombée très importante pour leur apprentissage, leur cheminement. Contexte authentique signifiant non seulement de communication, mais un contexte authentique aussi au niveau des apprentissages, parce qu'on a des destinataires différents, mais c'est surtout que c'est une vraie situation de communication, parce qu'on voit à qui on s'adresse, puis on voit les expressions, on veut se faire bien comprendre. Je passe à la prochaine. Donc, oui, les retombées pour les élèves, mais sachez qu'on ne les a pas tous nommés. Là, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que ça. Donc, les retombées pour les enseignants.
Bien sûr, enrichir nos pratiques pédagogiques, hein, se donner accès à différentes ressources, à différentes approches, à d'autres façons de faire aussi, qui peuvent quelquefois nous inspirer, des fois peuvent nous ébranler parce que, oups, on n'avait pas du tout pensé à cette façon-là. Donc, enrichir notre enseignement grâce à la communauté qui est formée autour d'un thème qu'on veut développer, donc avec les autres collègues, donc des autres enseignants qui participent et qui sont intéressés comme nous à cette activité-là, ce domaine d'apprentissage. Bien sûr, les experts, les organismes qui pourraient être invités, qui viennent contribuer donc à soutenir le plaisir d'apprendre. Parce que là, je fais un lien avec le référentiel des compétences professionnelles des enseignants. Donc, on veut que nos élèves apprennent, on veut que nos élèves aient du plaisir à apprendre. Donc, c'est vraiment intéressant d'introduire d'autres ressources. Je passe à la suivante, favoriser la création de liens donc entre collègues de différentes régions du Québec. Donc, assurément contribue à briser l'isolement professionnel que malheureusement beaucoup d'enseignants vivent encore dans leur petit village, dans leur petite école. C'est surtout des occasions donc de collaborer avec une nouvelle communauté, de collaborer avec son réseau, donc d'ouvrir donc son réseau. Ça aussi, c'est une compétence de notre référentiel enseignant. Puis, comme pour les élèves, bien, sachez que les compétences, les habiletés numériques de nos enseignants se développent aussi en utilisant les outils, en intégrant des outils donc collaboratifs dans son enseignement. Euh, nous permet donc de mieux communiquer, d'apprendre, puis d'apprendre à collaborer, puis de mettre en scène des élèves qui vont, avec notre contribution, puis la contribution de celle des autres, qui vont arriver à mobiliser bien le numérique, donc à développer ces habiletés-là. Donc, c'est faire preuve d'innovation dans son enseignement, c'est de s'ouvrir aussi à différentes façons de faire. C'est pas le numérique juste pour le numérique. Non, non, dans ce cas-là, c'est comment le numérique vient servir les apprentissages, combien il pourrait venir servir notre enseignement. On a souvent des témoignages d'enseignants qui nous disent Hey, moi, je n'avais jamais pensé utiliser cet outil-là. Donc, pour faire collaborer mes élèves, pour faire échanger à l'écrit mes élèves. Puis là, ah, c'est une révélation et ils comptent le réutiliser dans d'autres activités qu'ils ont déjà dans leur planification. Ouvrir à la diversité culturelle, donc tant pour les élèves que pour les enseignants, ben, c'est savoir agir en tant que médiatrice, médiateur d'éléments de culture, parce qu'on laisse entrer donc tout un réseau de culture dans nos classes. Alors, à retenir en ce vendredi et juste avant la fin de la journée, vous avez sûrement constaté que tant les moments asynchrones que synchrones sont importants pour les apprentissages, pour cette communauté d'apprenants, que justement, pour revenir à boucler la boucle, les interactions humaines sont riches. Les élèves ne peuvent plus s'en passer. Dans les commentaires, justement, on posait la question, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre des activités d'école en réseau? Ben, si j'en faisais pas, mes élèves me le pardonneraient pas. Donc, les enseignants ont laissé parler leurs élèves. Donc, il y a vraiment l'idée que la valeur ajoutée de l'humain, oui, mais encore une fois, vous l'avez vu, hein, la valeur ajoutée du numérique pour les apprentissages, pour la collaboration, pour que les élèves aient un réel échange entre eux, mais aussi vous, en tant que personne enseignante. On n'a pas beaucoup parlé des activités de développement professionnel, mais il y en a plein. Et les activités de classe sont des activités de développement professionnel. Et ben, on le répète, mais cette idée d'avoir des leviers pour des apprentissages qui sont vraiment contextualisés et aussi qui vont devenir durables, ils sont vécus dans l'émotion. On l'a vu quand une activité justement culturelle est vécue dans l'émotion, on s'en rappelle. Et cette idée de pédagogie inclusive, innovante, qui s'adapte à la réalité de sa classe, c'est vraiment ça qu'il faut retenir aussi. Les séquences d'activités d'école en réseau, elles sont ouvertes, elles sont flexibles. Quand vous en choisissez une, vous l'adaptez à la réalité de votre classe. Vous voyez la réalité de chacune des classes et ça fait en sorte que ben, c'est encore plus inclusif et il y a une diversité culturelle encore plus grande. Finalement, on aurait pu prendre 80 minutes. Donc, merci tout le monde, encore une fois. Merci France pour cette présentation-là. N'hésitez pas à nous rejoindre
pour aller plus loin sur le site web d'École en réseau, à lire un article qui a été publié dans Vive le primaire qui porte sur cette même thématique, à nous écrire là, un courriel info@er.qc.ca ou à France et moi, on est sur le site web, là, vous allez voir nos photos, écrivez-nous. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de la fin. Ben, je vous remercie pour cette écoute-là, puis au plaisir de vous côtoyer dans une activité de formation continue ou une activité avec les élèves là, en réseau. Donc, au grand plaisir, à bientôt. Il n'y a pas de question.